Le règne de Louis XII, à la charnière des XVe et XVIe siècles, s'inscrit dans une période de profonde transformation en Europe. En France, les cicatrices de la guerre de 100 ans commencent à s'estomper, la dynastie capétienne en sort renforcée et Louis XII ambitionne, comme son prédécesseur, de s'établir en Italie. Ce faisant, la France va progressivement délaisser l'éternel rival anglais pour un nouvel adversaire, les Habsbourg du Saint-Empire. En Angleterre, justement, Henri VIII consolide la nouvelle dynastie des Tudors, dont l'avènement a mis fin à la longue guerre civile des Deux Roses. L'Espagne, tout juste unifiée sous l'égide des rois catholiques, cherche également à s'implanter en Italie, mais concentre surtout ses efforts sur l'expansion de son empire dans les Amériques, récemment découvertes. Le Portugal, bien que moins présent en Europe, se lance lui aussi dans la construction d'un vaste empire outre-mer, en Amérique du Sud et en Asie méridionale, partageant ce nouveau monde avec l'Espagne selon les termes du traité de Tordesillas. Le Saint-Empire romain germanique, toujours secoué par des luttes de pouvoir entre les grands seigneurs qui le composent, n'en reste pas moins une force majeure sous la domination des Habsbourg, qui règnent sur l'Autriche et qui réussissent à s'imposer régulièrement sur le trône impérial. Philippe le Beau, le jeune héritier de l'empereur Habsbourg Maximilien Ier, a de plus hérité d'une large part des vastes domaines bourguignons qui vont désormais lier leur destin à celui de la maison impériale. L'Italie, quant à elle, achève son Quattrocento, la première Renaissance, marquée par un foisonnement culturel et artistique inspiré de l'Antiquité. Financée par les riches familles et les villes de la péninsule, cette période voit se succéder des artistes et des œuvres aux noms plus célèbres les uns que les autres, et cette influence ne tardera pas à se répandre en France. Durant cette période, la péninsule constitue le théâtre principal des guerres d'Italie, 11 conflits qui traduisent la lutte de pouvoir qui oppose Venise, la papauté, la France, l'Espagne et le Saint-Empire. À l'est, l'Empire ottoman poursuit son expansion. Depuis Constantinople, conquise par Mehmet II, ses descendants conquièrent l'Anatolie, la Grèce et la Serbie et s'apprêtent à mettre la main sur l'Égypte et la Hongrie. L'Empire va alors chercher à se tailler une place dans le commerce méditerranéen et va se confronter aux Italiens et en premier lieu à la ville de Venise. En Europe, le système féodal vit ses dernières heures, tandis que les armes à feu révolutionnent l'art de la guerre. Les États se modernisent, gagnent en puissance, en richesse et en mainmise sur leur territoire, et les armées, toujours plus coûteuses, rassemblent de plus en plus de soldats. L'artillerie bouleverse la guerre de siège. La cavalerie lourde, tenue par la noblesse et qui a jusqu'ici toujours été la force la plus redoutée des armées féodales, entame sa mutation dans un monde qui se hérisse de piques et d'arquebuses. Les États les plus riches font aussi appel à des mercenaires, dont les chefs courtisés et redoutés deviennent progressivement des acteurs importants de la politique italienne et impériale. C'est dans ce contexte dynamique que l'Europe en pleine mutation entre de plein pied dans le XVIe siècle et la période de la Renaissance. Regardons déjà d'où vient Louis d'Orléans. Vous vous souvenez de Charles VI le Fou ? Il avait un frère, Louis d'Orléans, qui a fini assassiné sur ordre du duc de Bourgogne. Marié à Valentine Visconti, la fille du duc de Milan, c'est de lui que descend la dynastie des Valois d'Orléans et Louis XII est son dernier descendant. Lorsque Charles VIII monte sur le trône à 13 ans, Louis est le cousin éloigné du roi, un noble puissant qui est duc de Valois, d'Orléans et comte de Blois. À ce moment, si on remonte l'arbre généalogique jusqu'à Charles V, puis qu'on redescend, c'est aussi le plus proche parent mâle du roi, et donc son héritier. C'est pourquoi il se considère comme le régent naturel du royaume, et lorsqu'il s'en voit écarté par les dernières volontés de Louis XI, il rue dans les brancards. Il réunit autour de lui des vassaux mécontents et, aidé du comte d'Angoulême, du comte de Foix et du duc de Bretagne, il déclenche la guerre folle en 1485.
3 ans de campagne plus tard, il est fait prisonnier à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, qui voit la victoire des troupes royales. La guerre prend fin et Louis passe 3 ans en prison. Libéré, il participe à la première guerre d'Italie avec Charles VIII, où il occupe le Milanais avant de devoir se replier. Lorsque Charles VIII meurt accidentellement en 1498, il n'a pas de fils et Louis monte sur le trône, sacré sous le nom de Louis XII. Il fait très vite annuler son mariage avec Jeanne la Boiteuse et se remarie avec Anne de Bretagne, la veuve de Charles VIII, pour garder le duché dans l'orbite française. Seules 2 filles finissent par atteindre l'âge adulte et l'aînée, Claude, est mariée en 1514 à François, comte d'Angoulême, le cousin de Louis XII. D'ailleurs, tant que le roi n'a pas de fils, François d'Angoulême se trouve aussi être son héritier puisque son plus proche parent parlait mal. Louis XII est roi de France de 1498 à 1515. Le surnom de père du peuple lui a officiellement été donné au cours d'une assemblée réunie à Tours en 1506. Encore un joli coup de communication permis par un contexte favorable qui lui attache la sympathie du peuple. Déjà, la France et l'Europe sont rentrées dans une période de reprise économique et commerciale, et la situation permet à Louis XII de réduire la taille, le principal impôt direct extrêmement impopulaire. En outre, les conquêtes italiennes permettent un afflux de richesses vers la France qui a l'avantage de ne pas voir le conflit s'étendre sur son sol. Comme pour Charles VIII, Louis XII est un roi de transition entre la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance, ce qui rend son règne très peu abordé à l'école. Dernier représentant de sa branche, sa mort fait passer la couronne aux Valois d'Angoulême, en la personne du célébrissime François Ier, dont le règne éclipse forcément le sien. Louis XII continue la politique italienne de son prédécesseur et se lance dans 3 nouvelles guerres d'Italie pour tenter, en vain, de mettre la main sur le royaume de Naples et le duché de Milan. La chose la plus originale concernant Louis XII, c'est son emblème, un porc-épic qu'il a ajouté à ses armoiries, avec la devise « Cominus et Eminus », qui signifie « de près comme de loin », qui traduit une idée similaire à notre expression « qui s'y frotte, s'y pique ». L'avantage, c'est que comme le porc-épic n'est pas une figure très courante, encore moins avec une couronne, si vous en voyez un, il y a de fortes chances pour que Louis XII ait quelque chose à voir là-dedans. Avec l'arrivée sur le trône de Louis d'Orléans, ses terres passent dans le domaine royal. Le duché d'Orléans, le duché de Valois et le comté de Blois le réintègrent encore une fois. Au sud, le duc d'Alençon Charles IV devient comte d'Armagnac à la mort de son grand-oncle. Le comté de la Marche, quant à lui, avait été confisqué par Louis XI et finalement confié à Pierre de Beaujeu, déjà duc de Bourbon, d'Auvergne et comte de Forez. La Bretagne est aux mains de la duchesse Anne, reine consort de France, et le comté d'Angoulême est dirigé par François d'Angoulême, cousin et héritier du roi. Le fil rouge du règne de Louis XII, ce sont les guerres d'Italie, nées de l'acharnement du roi à se tailler un domaine dans la péninsule. Pour appuyer sa légitimité, Louis XII reprend à son compte les prétentions de Charles VIII sur le royaume de Naples, mais il en ajoute une autre. En effet, on se rappelle que sa grand-mère, Valentine Visconti, la femme de Louis d'Orléans, était une princesse de Milan, et c'est en se basant sur cet ancêtre que Louis XII va affirmer avoir un droit sur le duché de Milan. Et c'est ce droit qui va mener à la Deuxième Guerre d'Italie. Louis XII isole d'abord le duc de Milan Ludovic Sforza en concluant des traités avec le pape, Venise et Philippe le Beau. Il attaque ensuite le duché en 1499 en même temps que les Vénitiens. Débordé, le duc de Milan s'enfuit. Pour regagner sa capitale perdue, il lève en 1500 une armée de mercenaires, mais sans argent pour les payer, celle-ci se rebelle et le livre au roi de France. Louis XII installe alors un gouverneur à la tête du duché, et la guerre se solde par une victoire. Milan étant conquise, le roi peut se tourner vers le royaume de Naples. C'est la Troisième Guerre d'Italie. Il fait alliance avec Ferdinand d'Aragon pour conquérir le royaume et se le partager.
En 1501, c'est chose faite. Le roi de Naples vaincu est obligé de fuir et le royaume est divisé entre les vainqueurs. Des tensions finissent néanmoins par apparaître et en 1504, les Espagnols chassent les Français de Naples. Le traité de Blois consacre cet état de fait et achève la guerre. Les Français ne remettront plus les pieds à Naples. Pendant ce temps, le pape Jules II est entré en guerre ouverte avec Venise pour le contrôle de plusieurs villes. En difficulté, il décide de former la Ligue de Cambrai, regroupant la France, la papauté, l'Espagne et le Saint-Empire, pour démembrer la République vénitienne. Venise perd du terrain et Louis XII en profite pour étendre ses possessions. Inquiet de la puissance française, le pape retourne sa veste et rappelle l'Espagne et le Saint-Empire pour former la Sainte Ligue, augmentée de Venise, de l'Angleterre et de la Suisse pour se tourner contre la France. À Ravenne, les Français rencontrent l'armée de la Ligue, composée d'Italiens et d'Espagnols, et la bataille qui s'ensuit est meurtrière. Au prix de lourdes pertes, les Français repoussent les coalisés et mettent la ville à sac, avant de se replier vers la Lombardie. L'approche d'une armée suisse représente un nouveau danger, et l'armée française se replie par-delà les Alpes, abandonnant ses territoires italiens. La France doit alors faire face à plusieurs offensives. Des mercenaires suisses atteignent la ville de Dijon, les Anglais débarquent dans le nord et vainquent une armée française à Guingat, et la France ne peut empêcher son allié le roi de Navarre de perdre ses territoires outre-Pyrénées conquis par l'Espagne. Cependant, les coalisés, divisés sur la répartition des territoires conquis en Italie, ne peuvent profiter de l'élan de leur victoire. C'est dans ce contexte que Louis XII, affaibli par de multiples problèmes de santé, s'éteint à Paris sans avoir aucun fils pour lui succéder. Louis XII meurt le 1er janvier 1515 à l'âge de 52 ans.